De nombreuses questions fusaient de toutes parts sur la façon pratique d'appliquer ces dispositions fondamentales dans l'exercice utile de ce nouveau pouvoir local. Mais là aussi, comme en d'autres cas obscurs, on se disait « C'est un acquis pour le pauvre, ne le rejetons pas. Nous verrons ensuite, nous verrons en route comment nous en servir. » Le 5e point concerne la réforme agraire. Au centre des préoccupations générales des paysans, la question agraire a été le moteur de lutte parfois sanglante dans l'arrière-pays. De Beaucosel sous François Duvalier, à Jean Rabel sous Henri Nanphy, le paysan s'est battu contre l'extorsion des macoutes prédateurs, contre l'accaparement des terres de l'État par les barons du régime. L'absence de services que devait fournir un État qui percevait des taxes posait la question de meilleures relations entre producteurs, pour la terre, pour l'eau, pour le crédit rural, pour l'encadrement. Mettre fin aux spoliations par les gros fonciers était une priorité. L'article 248 et 248-1 prenaient en compte cette longue histoire rurale en établissant l'Institut national de la réforme agraire. Mais les auditeurs et intervenants dans le débat public avaient noté l'article 37 qui se réfère expressément à la réforme agraire dans la perspective d'un morcellement et d'un remembrement éventuel des terres agricoles. Le texte créole de l'article 37 était particulièrement explicite, séparer terre by habitant yo. 6e élément concerne la réduction des pouvoirs de l'exécutif. La diminution du mandat du président renvoyait à un slogan sur toutes les lèvres et sur tous les murs en 1986, chaque 4 ans. L'interdiction de la réélection du président, l'équilibre et le contrôle de ses pouvoirs par le Parlement, l'indépendance du judiciaire, l'existence d'entités de contrôle autonomes, comme la Cour supérieure des comptes, tous ces éléments constitutionnels contribuaient à conforter les millions de victimes de la dictature dans leur sentiment que l'absolutisme de la tyrannie, de la satrapie, n'était plus possible. 7e point, le 291. Tandis qu'au cours des retransmissions des séances de la Constituante, on sentait l'auditoire, on sentait la population de plus en plus concernée par ceux qui prenaient cher dans le texte fondamental, tandis qu'on percevait lentement, derrière cet intérêt populaire, un engagement progressif à prendre en main cette Constitution et à s'en servir, l'arrivée in extremis de l'article 291 a massivement fait basculer l'électorat potentiel. Le oui, dès lors, était acquis. On a dit que le 291 était un artifice démagogique pour faire avaler à l'électorat un texte confus, complexe et contradictoire. Ceux qui le disent étaient sourds au débat populaire qui a précédé le vote, et d'où se sont dégagés les éléments concrets du choix de l'électeur. L'exclusion des duvaliéristes notoires, assassins tortionnaires et prévaricateurs, de toutes fonctions électives pendant 10 ans, n'était qu'un élément parmi d'autres, contenu dans la Constitution, confirmant la volonté de tous de tourner la page du macoutisme. Les articles 293, 293-1, 294, 297, en réparant les torts matériels, intellectuels, civiques, subis par les victimes de la tyrannie, complétaient le 291. La Constitution de 87 était ainsi traversée par l'anti-macoutisme. Fin de l'exclusion. Le créole, la prise du pouvoir local, l'élimination de la police rurale, la réforme agraire, tous ces éléments pilotes spécifiques s'ajoutaient aux dispositions générales sur les libertés publiques et les droits citoyens. Tout cela envoyait un message sans équivoque à l'arrière-pays. La Constitution ouvrait la porte à une ère nouvelle
dans notre histoire de peuple, la fin de l'exclusion. Pendant 2 siècles, Haïti avait été décrit comme le pays où coexistaient 2 mondes, celui d'une minorité noire et mulâtre, possédant fortune, moyens d'enrichissement, pouvoir, appareil d'État, moyens de coercition et de répression, et le monde d'une majorité de citoyens pauvres, démunis, spoliés, réprimés, n'ayant aucun accès à la vie civile, aucun accès à la vie politique. Apartheid, on a dit du monde de la majorité qu'il était le pays en dehors. Les dispositions constitutionnelles visant à la réforme de la justice, les provisions permettant aux citoyens ordinaires, aux pauvres, de choisir leur propre juge, répondaient à une exigence formulée à maintes reprises de justice. Une seconde exigence était satisfaite par la Constitution, la participation citoyenne. Ces 2 éléments, consacrés par la loi mère, devaient en retour, par la suite, être utilisés par les exclus pour revendiquer leur accès à la citoyenneté. Le 16 décembre 1990, les pauvres électeurs de Cité-Soleil pouvaient dire que ce jour marquait la fin de leur statut de cabrites qui marraient non piquettes gonègues. Leur statut de chèvre attaché au poteau des puissants. Changer l'État, grignoter les pouvoirs de l'armée, réduire ceux du président de la République et de l'exécutif, établir les bases d'un équilibre dans les corps de l'État, créer les institutions autonomes indépendantes de l'exécutif, tout cela semblait formellement nous conduire à un régime que les politologues définiront comme mi-présidentiel, mi-parlementaire. Pour l'homme de la rue ou celui des Bourg-Jardin, en dépit des réserves sur ces diverses institutions, réserves que nous soulignerons tout à l'heure, ces innovations inscrites dans la loi mère signifiaient une chose. On prenait le chemin de mettre fin à l'existence d'un État extorsionniste et répressif, un État faible dans les services qu'il devait à la population, mais fort pour les coups de bâton. Cette voie prise par les constituants répondait à leur manière à une revendication fondamentale de tous les exclus. Il fallait changer l'État. Cet État avait été depuis toute son ouverture accaparé par des élites qui se livraient entre elles une lutte sans merci pour le pillage des fonds publics, dans la totale ignorance des nécessités de vie et de survie de la majorité des contribuables. Le pays profond vivait tous les jours le spectacle de la pyramide construite sur son travail. Le chef de section, le juge de paix, le notaire, l'arpenteur, le lieutenant du bourg, le percepteur des contributions, étaient les représentants quotidiens de cet État contre lequel ils n'avaient aucun recours. Les prises de parole dans les années 70 des paysans et des pauvres des villes ont timidement d'abord, puis de plus en plus clairement désigné du doigt ces représentants du pouvoir central. Le besoin se faisait sentir d'obtenir enfin de ces fonctionnaires qu'ils fournissent aux plus pauvres les services qui leur étaient dus. Il fallait changer l'État. Partage du pouvoir. Tous les éléments étaient-ils réunis pour ce changement de l'État et pour la fin de l'exclusion réclamée par la majorité? Des réponses à cette question fusaient de partout en 1987, lors de fréquents débats publics. Le texte, qui avait fini par émerger de l'étude, article par article, était certes incomplet, parfois confus et même incohérent. Il laissait de nombreux intervenants dans le public sur leur faim. Mais le plus grand nombre faisait remarquer que les 7 points inscrits et soulignés plus haut étaient un acquis permettant au combat d'avancer. On reconnaissait que la Constitution élaborée par l'Assemblée de 87 consacrait un partage du pouvoir. L'armée, à la puissance quoique réduite, se voyait confirmer son rôle autonome au sein de l'État.
un État dans l'État. La bourgeoisie pourrait utiliser le système parlementaire à son profit, elle l'avait fait dans le passé. Au cours des brèves saisons démocratiques de notre histoire, elle avait prouvé sa capacité à faire élire députés et sénateurs et à influencer leur vote. La classe moyenne, orientée par Duvalier vers la fonction publique, conservait un bastion. La Constitution faisait des carrières administratives un système pouvant être soustrait à l'arbitraire. Dans la population, on était conscient de ce partage. La volonté de conserver les conquêtes inscrites dans la loi mère s'entêtait à mesure que l'on se rapprochait du 29 mars. Deux oppositions radicales à cette constitution se déployaient. D'une part, les macoutes écrivaient partout que c'était une constitution communiste. D'autre part, une certaine gauche dite communiste affirmait qu'il s'agissait d'un piège de la bourgeoisie et de l'impérialisme. L'électeur populaire était insensible au chant de ces deux sirènes. Pour lui, il fallait jouer le jeu du partage du pouvoir pour élargir ses propres espaces de liberté. Outil, arme ou élément stratégique. Le passionnant débat national engagé autour de la Constitution, à travers le pays, avec le support des ondes, a permis de saisir le lien entre la vie quotidienne des citoyens, de ceux qui aspiraient à la citoyenneté, et leur désir, leur besoin d'exprimer, d'articuler leurs droits. La loi mère devenait le lieu sacré où ces droits étaient garantis. L'on observa pendant les débats et après le référendum un phénomène significatif. Paysans, villageois, habitants des faubourgs manifesteront en réclamant au nom de tel ou tel article de la Constitution. Celle-ci devenait ainsi un outil, une arme pour la conquête de droits essentiels. De plus, on se rendait compte que l'espace de pouvoir pour les exclus, contenus dans la loi mère, leur servait à moduler leur stratégie de combat pacifique. Un exemple. Lorsqu'une coalition de la classe politique, des élites du pays et de l'ambassade américaine force le général Avril à quitter le pouvoir et installe la solution Herta-Pascal Trouillot au Conseil d'État, il était évident que cette formule comblait les vœux des classes possédantes, des classes dirigeantes. Une formule alternative fut proposée, avec le père Aristide comme président provisoire à l'époque, vous vous souvenez? Le peuple resta indifférent à cette alternative, malgré la popularité d'alors du curé de Saint-Jean-Bosco. L'homme de la rue interrogé répondait « Si les bourgeois jouent le jeu constitutionnel du partage de pouvoir, en respectant la loi mère, qu'ils prennent leur chance !» On connaît la suite lamentable de cette histoire, navrante. En est-on aujourd'hui à la case de départ? Les libertés citoyennes ont-elles débouché sur la justice? Les doutes s'épaississent sur la transparence dans le fonctionnement de l'État. Il demeure cependant un point capital. Les militaires nous narguaient autrefois en nous rappelant ce vieux dicton. Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. La Constitution c'est du papier, les baïonnettes sont de l'acier. Le papier a-t-il eu enfin raison de l'acier? Est-il possible qu'après cette sanglante tourmente, 91-94, les partenaires du pacte constitutionnel acceptent enfin le jeu sincère de partage du pouvoir inscrit dans la Constitution de la République? La question est ouverte. Merci.